Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne, point, tétard. Des clins d'œil à ma nana? Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, on est en rush total aujourd'hui. Voilà, toi comme moi, on a des choses à faire après, du coup on va enregistrer cet épisode rapidement. C'est vrai. Mais écoute, ça va, écoute, le cinéma se porte bien, voilà, les gens vont au cinéma, il y a des cartons de partout, là en plus, la Mortal Kombat cette semaine, il y a moyen qui marche plutôt bien, donc écoute, si le cinéma va bien, on va bien, non? Bah, c'est une bonne nouvelle en tout cas, voilà, les salles elles fonctionnent, donc il y aura des bons films et des mauvais films, mais on va avoir tout, Ah bah ça, comme d'hab. ça n'a pas changé ça. Et bah je te propose de parler peut-être de bons films, puisqu'on va commencer par un trailer qui a fait beaucoup parler, voilà, qui est sorti récemment, voilà, cette dernière semaine. C'est le trailer de Resident Evil, voilà, de Zack Cregger, voilà, qui a fait Weapons, qui a fait Barbarian, voilà, deux films qui ont fait beaucoup parler ces dernières années. Le film qui sort le 18 septembre, voilà, pour la rentrée. On a vu le trailer. Ça a l'air un peu barré, il y a des zombies, ça a l'air d'être un film de survie, zombies, bizarre, etc. Il y a des gens qui ont eu des choses à redire. Globalement, c'était plutôt positif, voilà, et même nous, voilà, on est plutôt positif, mais il y a eu quand même des petits avis dissonants qui disaient, en gros, c'est pas comme dans le jeu. Bon, bref, qu'est-ce que tu penses de ce trailer et, bon, on va dire de ces commentaires-là? Moi je suis d'accord avec eux, il y a de la neige, donc c'est pas comme dans le jeu, donc je suis pas content. Non, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très cool. Bah déjà, moi Weapons, je l'avais mis dans mon top l'année dernière, et moi Zack Cregger, pour l'instant, ce qu'il a fait, bah, je trouve ça plus cool. Et moi j'ai trouvé que ouais, ça avait de la gueule, quoi, et que ça avait, il y avait l'air d'avoir des idées, c'était flippant. Moi je trouve que l'ADN Resident Evil est là, parce qu'il y a des, voilà, il y a des zombies, il y a des bestioles, il y a un mec qui cherche dans les tiroirs et qui prend des trucs dans les tiroirs, qui a un fusil à pompe et tout, enfin. Je trouve que voilà, si c'est pas Resident Evil, alors Resident Evil 7 n'est pas un vrai Resident Evil. Donc moi je trouve que si, l'ADN de Resident Evil est complètement là. Et c'est marrant parce qu'il y a une scène à la fin du trailer où t'as plein de zombies qui tombent d'un immeuble. Ça me fait penser au dernier Matrix où t'avais des gens qui se suicidaient comme ça. Et il y avait une scène un peu similaire. Et ça m'a fait penser un peu à ça, voilà, pour l'anecdote. Et c'est aussi dans Phénomène de M. Night Shyamalan, voilà. Ah oui aussi, oui, c'est vrai. Au début du film, ouais. Mais non, je suis chaud moi. Ouais, bah moi je suis très très chaud déjà parce que j'ai confiance en Zack Cregger en deux films, j'ai beaucoup aimé ces deux films et voilà, hein, Resident Evil, enfin le trailer en tout cas a l'air vraiment barré, a l'air fou et a l'air vraiment angoissant et je pense que la tension il s'est vraiment bien géré Zack Cregger. Après franchement, est-ce que c'est fidèle à Resident Evil ou pas? Franchement, déjà rien que dans la saga Resident Evil, il y a des Resident Evil qui se ressemblent pas, voilà, le 6 ressemble pas au 1, qui ressemble pas au 3, enfin voilà, déjà la saga a pas mal muté, hein, voilà, il y a plusieurs types de Resident Evil. Et bon, ça me paraît pas si éloigné que tout ça que de ce qu'est Resident Evil non plus, quoi. Donc bon, il y a certains fans qui sont, mais après c'est les mêmes personnes. Enfin, tu sais, il y a encore des personnes qui sont en mode, est-ce que c'est accurate et c'est tout ce qui les intéresse. Est-ce que ça rentre bien dans le lore de Resident Evil des jeux, parce que le lore de Resident Evil, évidemment, c'est le truc le plus important hein, dans les jeux, le lore, hein, vraiment c'est. Alors que bah non, c'est complètement con et débile. Mais et surtout fidélité ne veut pas dire qualité. Hein. Enfin voilà, je veux dire le dernier film, il était fidèle, il était pas très bien, il était pas très bien non plus le dernier Resident Evil. Voilà, en fait, c'est chacun va apporter sa vision ou quoi. Et comme j'ai dit, la saga Resident Evil, elle a muté plusieurs fois. Voilà, le film il sera pas pareil que le jeu, bah évidemment, parce que déjà c'est un film, et surtout, bah tous les jeux ne sont pas pareils, donc je vois pas. Mais après, c'est les mêmes débats qu'on a eu sur les trucs de super-héros. Est-ce que c'est comics accurate? Voilà, Supergirl, Spider-Man qui arrive. Est-ce que ça va être comics? Franchement, si c'est pas comics accurate, c'est pas le problème. C'est est-ce que le film est bien fait? Il y a aussi évidemment là les historiens qui vont venir, qui pour nous parler qui parlaient de Gladiator 2 et là de l'Odyssée. Alors là, on est des historien de la mythologie, attention. Voilà, donc c'est fiction à la base, la mythologie. Bah oui, mais c'est ça qui est fou. C'est ça qui est c'est encore plus bête. Mais là aussi, enfin, je veux dire, Resident Evil, c'est des trucs complètement fous, je trouve. Mais voilà, moi en tout cas, le trailer, il a vraiment de la gueule et j'ai vraiment hâte de le voir. Mais après, malheureusement. Enfin, j'ai l'impression que c'est spécifiquement Twitter, en tout cas, ces trucs-là, et que ça, c'est pas des communautés qui baissent, quoi. C'est vraiment des trucs qui grandissent, hein, ce genre de point de vue. Et ouais, j'ai l'impression que, bon, voilà, sur les prochaines années, voilà,
les adaptations de jeux vidéo, comics, etc. Tous les trucs là, on va y passer à c'est pas comme dans le comics, c'est pas la réalité ou je sais pas quoi. Bon, écoutez, c'est un peu bête, mais écoute, c'est dans le monde dans lequel on vit. Et puis il y a pas longtemps, il y a eu le Silent Hill 2 qui essaye d'être à peu près, tu vois, fidèle au jeu. Et c'était pas terrible, quoi. Donc bon, ça veut pas dire, c'est pas parce que c'est fidèle que ça va être bien. Après, à peu près fidèle, c'est vraiment à peu près. Ouais, c'est à peu près quand même. Mais il y a quand même James, il y a le lieu, il y a, tu vois, il y a voilà. Mais enfin, moi, de toute façon, enfin, moi surtout, moi je m'en fous si c'est fidèle ou pas. Hein. J'ai toujours dit et je le dirai encore. Donc bon, écoute, on verra ce que ça donne. Mais moi, en tout cas, je suis très hypé par ce film. Et on va aller du côté des plateformes, puisqu'on a une news assez étonnante de la part de Netflix, Ista. Oui, c'est le Narnia, donc le neveu du magicien de Greta Gerwig, qui a été repoussé au 12 février 2027. Et ça va être le premier film Netflix qui va avoir une sortie mondiale au cinéma, inclus en IMAX. Alors à la base, ce qu'on disait, c'est que ça sortait cette fin d'année 2026 qu'en IMAX, mais là ça va sortir dans tous les formats quoi, de cinéma. Et ça sortira donc 2 mois plus tard, le 7 avril, sur Netflix. Donc en fait, ouais, on dirait que Netflix, ils veulent commencer à faire un peu comme leurs concurrents, comme Warner, tout ça, où ils sortent le film au cinéma et puis 2 mois après, ils te sortent le film sur leur plateforme, quoi. Donc peut-être un gros changement chez Netflix, à part que ce soit peut-être une exception, on verra, mais c'est intéressant en tout cas ce qui se passe. Ted Sarandos avait dit, le boss du coup de Netflix, que quand il avait racheté Warner, c'était pour garder les films en salle, et on l'a pas trop cru hein, sur le moment. Oui. Et moi, je pense que peut-être, en fait, cette ère où les films, les gros budgets de ces trucs Netflix, de ces trucs Amazon, de ces trucs Apple, soient que sur la plateforme, je pense qu'ils ont compris que c'était qui perdait de l'argent, en fait, tout simplement sur une exploitation. Et je pense que le projet Hail Mary, qui est un film Amazon, voilà, qui sort là au cinéma et qui va atteindre les 700 millions de dollars, alors que pas grand monde croyait au film. Hein. Franchement, au début d'année, nous non plus. Hein. On pensait pas que ça allait marcher. Non. Bien qu'on ait aimé le film et tout, mais on pensait que ça allait se casser la gueule. Et ça a marché. Et je pense que là, ils sont tous en train de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre de l'argent? Surtout que il y a un truc sur les plateformes, c'est qu'ils se disent peut-être aussi qu'ils vont atteindre un plafond à un moment. En fait, que peut-être que les gens vont, au bout d'un moment, vont plus s'abonner. Ou au bout d'un moment, à force de multiplication des plateformes, les gens vont se désabonner de certaines plateformes, etc., etc. Et les plateformes, on le rappelle, c'est pas si rentable que ça. Il y a que Netflix qui arrive à faire quelque chose, et les autres, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc là, je pense que se priver d'avoir des centaines et des centaines de millions de dollars via la salle, surtout que, en fait, je pense d'ailleurs que c'est pas parce que tu sors le film en salle qu'il va pas cartonner sur ta plateforme après. Ça aussi, c'est... Tu vois, le projet Hail Mary, je suis sûr qu'une fois qu'il sera sur Amazon Prime, il va cartonner sur Amazon Prime et il va marcher. Et je pense que sur tous ces films là qui coûtent 250, 200, 270 millions, là apparemment, en plus le film Narnia, là, apparemment ce serait le plus cher de la plateforme, donc il pourrait coûter dans les 300 millions, enfin je sais pas, un truc assez délirant. Et on peut se dire que ouais, ils se disent que peut-être que c'est peut-être une bonne stratégie, sans déconner, de sortir d'abord le film en salle, qu'en plus de récolter l'argent de la salle, mais en plus d'avoir une certaine aura autour du film. Et quand il sort en VOD, le film est pas perdu, quoi. C'est-à-dire qu'il est sur la plateforme, il va continuer à alimenter la plateforme. Et d'ailleurs, Disney+, les films qui cartonnent le plus, c'est des films qui sont sortis au cinéma et que les gens revoient chez eux, etc. Donc, encore une fois, la sortie salle ne va pas enlever vraiment quelque chose au film, quoi. En tout cas, ils perdaient beaucoup d'argent sur ça, donc on verra. Et moi, je suis content parce que je me dis, est-ce qu'il y aura plus de films qui vont être sortis en salle? Parce que je pense pas que tous les films, évidemment, de plateforme sortiront en salle de cinéma, ça, je ne pense pas du tout, hein, faut pas déconner. Mais qu'il y a certaines sorties, peut-être les prochains Guillermo del Toro, peut-être les films comme ça, David Fincher, on croise les doigts, peut-être qu'ils vont entendre et... là, c'est un peu tard, David Fincher, je crois, là, puisque le film sort là. Mais en tout cas, que ces prochains films sortent en salle, écoute, je suis plutôt content pour le cinéma. Et pour moi, en fait, sortir le film en salle au lieu de la plateforme, c'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour la plateforme en question, c'est mieux pour le cinéma, c'est mieux pour les cinéphiles, et c'est mieux pour le film lui-même. Donc en fait tout est mieux en fait de sortir le film en salle, quoi. Ouais, mais clairement je me dis après c'est aussi déjà si tu regardes il y a beaucoup moins de le rythme de production des films et des séries, gros budget, il a vachement ralenti, je trouve, ces dernières années déjà. Et c'est vrai que quand ils en sortent un, ça veut pas dire forcément plus d'abonnés ou quoi. Et ouais, sortir un film au cinéma, c'est pas bête, quoi, parce que oui, ça va leur apporter de l'argent, parce que je pense qu'un film comme par exemple Electric State qu'on a parlé l'année dernière, moi je pense que ça leur a fait perdre de l'argent en fait, parce que le truc il était hyper cher, il a mis 4-5 ans à se faire, je sais plus, on en entendait parler depuis un moment, et le film il était pas très bien, et donc je pense aussi que par contre
va falloir qu'ils fassent des bons films aussi. Voilà. Mais genre, ouais, Frankenstein, oui, tu vois, là ok, tu vois, il faut qu'ils fassent des trucs. Mais tu vois, là, c'est intéressant, là, parce que là, ce que tu me dis, mais en fait, il y a aussi, c'est dans les productions Netflix, etc., ils produisent les films de manière à ce qu'ils soient vus sur des tablettes, sur des petites télés, sur des portables, etc. Et c'est comme ça qu'ils produisent les films. Si les films qu'ils vont produire vont sortir au cinéma, est-ce que leur niveau de production va pas s'adapter aussi? Et donc, du coup, ils vont peut-être step up leur game, tu vois, tout simplement. Donc, je suis en train de me dire, peut-être que le fait qu'ils sortent les films au cinéma va faire que ils vont être beaucoup plus attentifs à la qualité de leurs films. Bon, après, il y a des films qui sortent au cinéma qui sont dégueulasses. Ça va pas changer. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils vont pas essayer de... en plus, avec tout... les salles IMAX qui sont absolument demandées par tous les studios, etc. Est-ce qu'ils vont pas vouloir que leur film ait de la gueule? Parce que c'est un peu ça aussi, hein. Maintenant l'argument de l'IMAX, etc. Est-ce qu'ils vont pas up leur game? Et là même d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais sur les revenus, etc., en fait, c'est très nébuleux, en fait, la manière dont ils reçoivent l'argent des films sur plateforme, parce que en fait, ils ont pas... parce que, bon, les films aussi, c'est un peu nébuleux sur les tickets de cinéma, mais on a un petit indice de si un film a marché, s'il a rapporté de l'argent au studio, etc. Sur les plateformes, c'est impossible, en fait, de savoir, de comprendre, etc. Et donc, bon, Electric State, par exemple, il a eu, je pense, des retours décevants. Enfin, en tout cas, il n'a pas été aussi vu que le prix, en tout cas, qu'il a coûté, parce que c'était coûté extrêmement cher. Oui, mais nous, on n'a pas les chiffres. On n'a pas les infos sur ça. On sait pas. Quel chiffre exactement. On n'a pas les chiffres exacts, même si je crois qu'il y a des sites qui répertorient, qui font des estimations, etc. Mais moi, je suis sûr que de ces dernières années, il y a énormément de gros films, parce que eux, Netflix balance 200 millions sur des films là d'action avec Gal Gadot, Dwayne Johnson, ces conneries-là, qui coûtent ultra cher. Pas sûr que ce soit rentable pour la plateforme. Voilà, s'ils sortent tu vois, Electric State au ciné, je suis pas sûr que ça fonctionne non plus, tu vois. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'ils fassent un bon film, parce qu'après, mais au moins, ça leur dira, le film l'a flopé, on va peut-être tenter autre chose, tu vois. On va peut-être faire mieux. Après, comme s'ils deviennent un studio qui sort les films au cinéma, comme tous les studios qui sortent au cinéma, il y a des films qui marchent et des films qui marchent moins. Enfin, tu vois, après, c'est la vie, hein, ouais, tu vois, c'est ouais. ça. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont beaucoup plus à perdre à ne pas faire sortir les films au cinéma que les sortir sur la plateforme. Et en plus, on en a parlé dans la longévité, dans le fait de parler des films, etc. Le sortir direct sur les plateformes et que le film, on n'en parle plus au bout de 2 semaines, peut-être qu'au cinéma, les films, ils resteront plus dans la mémoire, quoi. Et puis moi, je trouve aussi qu'il y a un peu une fuite de réalisateurs. Enfin, tous les gros réals qui étaient venus sur Netflix sont plus trop là. Là, il y a eu quand même Del Toro, il y a Fincher, mais Scorsese, il avait fait Irishman. Enfin, il y avait pas mal de gros réals qui étaient venus pour faire des films. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu partis, tu vois. Et il y a eu le cas avec Ryan Johnson qui voulait que son dernier Knives Out il sorte au cinéma, Greta Gerwig, etc. Donc, ouais, je pense que en tout cas, ça va changer, ouais. Ouais, après, il y a plein de réalisateurs, malheureusement, qui ne peuvent pas faire financer leurs films ailleurs, même s'ils voudraient. Mais c'est vrai que là, il y a beaucoup de réalisateurs qui poussent, Guillermo del Toro aussi, qui poussent pour que Netflix sorte les films en salle. Et je pense qu'effectivement, s'ils se mettent à sortir les films en salle, ils pourront attirer, effectivement, des réals, des gens qui ont besoin de se faire financer. Donc, écoute, et c'est quand même, voilà. En tout cas, c'est bénéfique pour à peu près tout le monde. Et on va aller du côté de Prime Video pour parler de Eric Kripke, voilà, celui qui a créé The Boys, enfin qui n'a pas créé le comics, mais qui a créé la série The Boys, et qui parle qu'il a des idées pour des futurs spin-offs de The Boys qui pourraient inclure des personnages de Gen V. Alors, parce que Gen V est la série qui a été arrêtée au bout de 2 saisons, qui a été annulée, et il nous parle déjà d'autres spin-offs, parce qu'on rappelle, il y a déjà un spin-off qui sort cette année. L'année prochaine, il s'appelle Void Rising, et voilà, qui va suivre Soldier Boy. On a The Boys Mexico qui est prévu, et il y aurait d'autres spin-offs de The Boys qui sont prévus avec peut-être les caractères de Gen V à revenir. Et est-ce qu'on n'est pas déjà un peu saoulé quand même? Si, moi je suis saoulé. Déjà, la série de base commence un peu à me fatiguer. On en parlera, mais ouais, déjà, moi c'est compliqué. Gen V, pareil, saison 2, c'était compliqué aussi. Et ouais, j'ai pas spécialement envie de revoir ces personnages. Moi je m'en fiche un peu. Et tout ce truc d'univers étendu autour de la saga The Boys, moi j'ai du mal. Moi je pense qu'il faudra arrêter avec The Boys. Mais bon, peut-être Vote Rising, ce sera bien. Et je dis de la merde, tu vois, mais ouais, moi je suis pas convaincu. Écoute, je suis à peu près d'accord. Enfin, je veux dire, on en a déjà parlé, mais voilà, The Boys, ce qui était bien, c'est que c'était frais, voilà, dans l'ère des super-héros. Et là, te faire de 50 000 spin-offs, de séries, de n'importe où dans le monde, etc.
bon bah déjà non seulement ça s'épuise, mais en plus bon bah voilà, t'es devenu comme tous les trucs de DC, Marvel, etc. Et tu fais des spin-offs à tire larigot, et avec, je suis sûr qu'ils sont moins intéressants que The Boys de base. Surtout que The Boys, l'intérêt de The Boys, c'est beaucoup les Homelander, quoi. C'est beaucoup Homelander et les subs, etc. Est-ce qu'ils peuvent faire des bons spin-offs? Oui, possible. Et peut-être que je jetterai un coup d'œil, mais c'est vrai que bon, est-ce qu'ils ont pas déjà milqué ça et c'est bon, quoi. Faut passer à autre chose. Ouais, en plus, je me dis, The Boys, c'est un comics et il n'y a pas de spin-off de The Boys en comics, tu vois. The Boys, c'est bon. c'est une série principale. Voilà, c'est comme non, Invincible, il y a des spin-offs, mais The Boys, c'est vraiment un truc continu. Voilà, il y a une grosse histoire et c'est fini. Donc là, après, ça veut dire qu'ils vont aller dans des scénarios un peu originaux à eux. Et moi, ça me fait un peu peur, je pense. Bon, après, tu dis scénario original à eux, ils ont déjà bien dérivé du comics depuis quand même pas mal de temps, quoi. Donc ça fait, même dès le début, en vrai. Donc bon, ils vont avoir des idées originales, mais c'est juste que bon, au bout d'un moment, jusqu'à quand tu peux avoir des idées sur ton univers, etc. Là, on est arrivé à 5 saisons et moi, je suis en mode, bah, c'est bon. En fait, c'est bien que ça finisse, là. Donc, bon, de rajouter des trucs, bon, on verra, hein, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas très optimiste, on va pas se mentir. Non, pas du tout. On va aller du côté d'HBO, Warner, pour parler d'Euphoria, voilà, la saison 3, voilà, qui fait beaucoup parler en ce moment, qui cartonne d'ailleurs sur la plateforme HBO Max. Et on pensait que c'était la saison finale, et pas forcément, puisque en fait HBO a sorti une petite image, voilà, un petit listing de son calendrier, et la saison 3, elle a été la dernier épisode de la saison 3 a été décrit comme étant le season final et pas le series final. Et donc season final, ça veut dire que c'est la fin de la saison et pas la fin de la série. Et donc du coup, les gens ils se sont dit, oula, mais attends, ça veut dire que il prévoit une saison 4 potentiellement. Et j'y pensais pas, mais en fait, c'est très fortement probable. En fait, ils pensent à faire une saison 4. Avec les acteurs, non. Enfin, en tout cas, une grosse partie des acteurs, je ne pense pas. Moi, je pense que là, Jacob Elordi, ça se voit dans tous les épisodes qu'il en a marre, donc il ne reviendra pas, je pense. Même Zendaya, je pense qu'elle est passée à autre chose. Sidney Sweeney, tout ça. Je pense qu'il y a énormément de personnages qui ne reviendront pas. Mais est-ce qu'ils pourront faire une suite potentiellement avec d'autres personnages, etc. Euphoria, c'est une des séries qui cartonne le plus sur HBO. Ça ne m'étonnerait absolument pas, ça. Ouais, non, moi non plus, mais comme t'as dit, je pense que ce serait pas avec le même cast, parce que la plupart du casting est en fait occupé au cinéma, ils font pas mal de films, et ouais, même Hunter Schafer qui avait dit maintenant je veux des rôles de femmes, je veux arrêter qu'on me fasse faire jouer des rôles de trans, tu vois. Donc ouais, moi, et puis comme t'as dit, Lordi, il a fait on parlait tout à l'heure de Frankenstein, il commence à faire des films avec des gros réals, il va être faire un film avec Ridley Scott, enfin il est déjà tourné et tout. Donc je pense que ouais, Zendaya elle est partout, voilà. Donc ouais, je pense que tout ce casting là, déjà ils ont galéré à faire la saison 3, à trouver un planning commun pour tourner le truc. S'ils font une saison 4, moi je vois un nouveau casting. Après ce serait vraiment unique, il me semble, parce que il y a déjà eu des nouveaux castings comme ça quand c'est des séries anthologiques, mais au bout de 3 saisons, faut commencer la saison 4 avec un nouveau casting, ça me paraît louche. Ou alors ils appelleront ça, si, il y a peut-être Narcos Mexico, tu vois, où il y avait un truc un peu comme ça. Euphoria Mexico. Ils diraient peut-être Euphoria Mexico, je sais pas, mais peut-être ils trouveront une fin comme ça. Mais après, ils peuvent reprendre certains acteurs ou actrices, mais pas toutes, tu vois. Je me dis peut-être Moda Pato va revenir ou un truc comme ça, tu vois. Il y a peut-être des acteurs ou des actrices qui vont revenir, mais ce sera plus sur roue, quoi, peut-être. Ouais, je pense aussi. Ça pourrait être une décision qu'ils prennent, ouais. On a eu des premières infos sur la saison 3 de My Adventure with Superman, un premier poster. On a la date, ça sort le 13 juin sur Adult Swim et HBO Max. Et donc sur le poster, on voit Cyborg Superman, donc qui sera sûrement le méchant de la saison. Et on a appris aussi qu'il y aura Jessica Cruz, qui est une Green Lantern, et qui sera donc introduite dans cette saison 3, mais qui aura son spin-off, puisqu'il va y avoir My Adventures with Green Lantern. Donc voilà, c'est pas l'univers du DCU, c'est l'univers des My Adventures. Et ouais, moi je suis assez intéressé, je trouve My Adventures with Superman plutôt sympa. Donc ouais, je suis assez curieux de voir ça. Bah après, c'est vrai qu'on se demandait quand ça allait sortir, puisque My Adventures with Superman, la saison 2 est sortie à un moment. Et bon, après il y a eu des remaniements, etc. Chez DC, etc. On les connaît. Bon, la série était annoncée comme continuant, etc. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas de sortie. Là, c'est vrai que ça arrivait vite, en mode boum, là, ça sort là bientôt, les gars. Voilà. Après, les séries d'animation, en général, ils font un peu ça. Hein. Malheureusement, enfin, voilà, il n'y a pas de teasing de malade, à moins que tu sois Arcane, peut-être, tu vois. X-Men, ça va être ça, hein, X-Men 87. Oui, voilà. 2, être, boum. Ils vont l'annoncer, et puis voilà, ça va sortir 2 mois après. Enfin, bref, voilà, c'est comme ça. Et bah, après, là, je t'en ai fait la remarque, et je dis, ah putain, il y a Superman, il y a Supergirl. Il y a Brainiac, hein, ça c'est bizarre, ça me rappelle un film là, qui va peut-être sortir bientôt. Bah ça c'est dans la saison 2. Ah ok, ça c'est déjà la saison 2, ok.
Ok. Mais oui, c'est étonnant. Ouais, je me dis, putain, c'est bizarre. Hein. Man of Tomorrow, c'est bientôt. Bon, après, ça va pas être la même chose, évidemment, mais voilà. Et ouais, moi, j'ai peut-être envie de jeter un coup d'œil. Voilà, je sais pas si je regarderai, mais peut-être regarder l'épisode 1 ou 2, tu vois, juste de voir un peu l'ambiance, parce que c'est vrai que je suis passé un peu à côté. Pour le coup, après, c'est un ton plus léger, etc., de Superman, voilà. Mais ça peut être intéressant. C'est un Superman un peu jeune et tout, mais il y a la team, ouais, Jimmy Lois Clark qui est très cool dans la série, qui est plutôt chouette, et puis l'introduction de Supergirl dans la saison 2, c'est un perso très cool aussi, Kara, je l'aime bien. Donc ouais, moi j'avais plutôt été convaincu, j'avais trouvé ça très 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 sympa. Il y avait une influence aussi assez animée manga qui était pas dégueu, et voilà, moi je le recommande, et je vais regarder cette saison 3, ouais. On va parler de Tom Cruise, puisque Edge of Tomorrow 2 est en développement, voilà, et la production du film, donc le tournage, pourrait commencer dès cet automne 2026. Donc voilà. Alors Edge of Tomorrow 2, faut savoir que c'est un peu un film qui était amorcé, puis annulé, puis amorcé, puis en fait on n'a plus trop de news depuis des années, en fait, finalement. Et finalement, ça pourrait vraiment arriver, donc le retour de Tom Cruise et d'Emily Blunt, voilà, donc qui vont revenir à ça. Assez bizarre étant donné la fin du premier qui ne disait pas du tout forcément une suite du tout, et de toute façon ça n'en avait pas beaucoup besoin, mais je pense que bon, maintenant on est quand même dans une ère où les préquels, séquelles, univers parallèle, je sais pas quoi, ça existe, et je pense que bon, Tom Cruise, et est-ce qu'il peut venir avec un film original à 200 millions de patates, je suis pas sûr. Donc voilà, est-ce qu'il va rester quand même dans des films d'action, mais un film d'action, voilà, qui est devenu un peu culte avec le temps, donc Edge of Tomorrow, enfin un peu culte, légèrement culte, hein, voilà. Oui. Mais voilà, en tout cas c'est un film que moi j'aime beaucoup et qui avait fait pas mal parler à sa sortie. Je trouve pas qu'on ait besoin d'Edge of Tomorrow 2, mais est-ce que Tom Cruise n'a pas besoin, lui, d'Edge of Tomorrow 2 ? C'est peut-être la question. Et Doug Liman aussi. Doug Liman, je crois qu'il a bien besoin aussi d'Edge of Tomorrow 2 pour se relancer, parce que voilà, c'est compliqué ces dernières années. Mais bon, est-ce que ça va être encore un film ? Après, il a fait Top Gun 2, qui est meilleur que le premier, selon moi. Hein, donc voilà. Enfin, pas Doug Liman, mais Tom Cruise a été dans Top Gun 2, qui est un peu mieux que le 1 pour moi. Après, bon, j'y vois quand même une stratégie de rester quand même la star d'action qu'il a envie d'être, mais bon, je sais pas si ça sera très intéressant, Justin. Après il y a ça, mais j'ai l'impression qu'il veut alterner, parce qu'il y a Digger qui arrive, où il va faire un film un peu plus bien sûr, interprétation, tout ça. Donc peut-être il veut, comme The Rock avait un peu envie de vouloir faire, tu fais des films d'action, mais à côté tu fais des films plus 1D, enfin. Bon, après, The Rock, ça a duré une journée, hein. Pour l'instant. Hein, bah non, il y a le Scorsese, qui doit faire. Ah, c'est vrai. Après, il est pas tourné, hein. Il est pas sur ça, hein. Donc pour l'instant, il y a Jumanji qui sort là cette année, donc on verra, et Moana, donc on verra, hein. C'est vrai, mais ouais. Par contre, je sais pas si c'est Doug Liman qui va le faire, parce que pour l'instant ça parle pas de Doug Liman dans les rumeurs, quoi. Donc ça se trouve, ce sera peut-être un autre réal. On verra. Écoute, ce qui serait marrant, c'est parce qu'en fait la boucle elle est pas terminée, et qu'en fait c'est la suite du 1 et c'est le même film. C'est exactement le même film, ils sont toujours dans la boucle. Mais ouais, non, moi j'avais bien aimé, et en vrai, ouais, on en parle depuis la sortie du 1 d'une suite à ce film-là, qui était une adaptation de manga, hein, d'ailleurs, pour rappel. Ouais, moi si c'est bien, pourquoi pas. Écoute, j'avais plutôt bien aimé le principe et tout, donc je demande à voir. Et on va chez Disney, on a appris qu'il va y avoir une série en live action de Casper the Friendly Ghost. C'est donc une série pour Disney+. Elle aura un ton similaire à Mercredi sur Netflix. Voilà. Moi, le premier film là, j'aimais bien, qui était un film en live action aussi avec justement Christina Ricci. Bah, moi, je l'aimais bien quand j'étais gamin, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc je sais pas si c'était vraiment bien en fait, parce que voilà, j'avais pas du tout de recul critique. Casper le petit fantôme, bah ça pourrait peut-être fonctionner, je sais pas, peut-être pour Halloween, ou vu que Mercredi ça fonctionne, peut-être qu'ils veulent leur Mercredi en fait chez Disney+, et peut-être que ça pourrait le faire, je sais pas. En fait, ils veulent faire en série tous les films où Christina Ricci elle était jeune dedans, et, ouais, c'est ça. et dans les films un peu gothiques, etc. Après, je t'avoue que bon, prendre en inspiration Mercredi, je sais pas si ça me hype. Voilà, parce que nous on n'est pas fan de Mercredi, mais après c'est vrai que Casper ça rentre bien dans la ligne édito de Disney, je trouve, tu vois, dans le style Disney, un peu comédie fantastique, un peu comme ça là. Je pense que ça irait bien, un peu jeune et tout. Et bon, est-ce qu'ils vont caster Jenna Ortega, je sais pas, mais écoute, pourquoi pas. Après moi je pense que ça va être une série très légère pour ados, enfants, à la
Percy Jackson et les trucs comme ça, voilà, et même Mercredi dans un sens. Donc je pense pas que je vais être la cible du tout. Mais après, est-ce que ça va cartonner? Je sais pas, parce que c'est pas la famille Adams, hein, Casper, dans mon idée, quoi. Après, peut-être c'est populaire et que moi je sais pas, mais j'ai l'impression que la famille Adams ou les trucs comme ça, c'est quand même un peu plus populaire que Casper. Mais écoute, peut-être que je vais être Casper, surpris. c'était quand même populaire, hein. Il y avait des dessins animés et tout. Hein. Moi, Ah oui, Casper, bah, c'est moi, j'ai connu que le dessin animé, hein, j'ai même pas vu le film. Hein, pour te dire. Mais il y a, parce qu'il n'y a pas qu'un film, il y en a plusieurs. Hein. Donc si, c'est un peu populaire quand même, je pense. Je sais pas. Hein, franchement, je sais pas. C'est un truc Casper, j'ai jamais entendu parler, tu vois, aujourd'hui. Donc bon, je sais pas, mais. Ouais, maintenant peut-être pas, mais après, Famille Adams, j'ai l'impression que c'est jamais vraiment parti, parce qu'ils ont fait des films d'animation en 3D, des machins comme ça. Et Casper, c'est un peu disparu, donc mais après, peut-être qu'un retour, tu vois. Il y a plein de gens, les parents nostalgiques vont dire « Oh, Casper, je regardais ça quand j'étais gamin », et puis vont remontrer ça à leurs gosses, et je sais pas, peut-être ça pourrait fonctionner. Bah après, les deux films La Famille Adams des années 90 de Barry Sonnenfeld, ils sont un peu cultes quand même, tu vois, alors que Casper... Bon, écoute, je sais pas. Moi, je connais pas des gens qui l'ont dans leur film culte. Mais après, on peut être surpris partout. Tu sais, moi, je l'ai vu hein. plusieurs fois quand j'étais gamin, moi. Donc, ouais. Chez moi, il était un peu culte. On verra. Ouais. On va parler de Michael, voilà, puisque Michael 2 va arriver sur nos écrans, on le sait. Et apparemment, ils chercheraient à tourner ce qui reste à tourner, parce qu'apparemment, ils ont tourné à peu près un tiers du film. Bah, ils chercheraient à tourner assez vite, voilà, pour essayer de tourner cette année ou dès 2027. Mais ça dépendrait de l'emploi du temps de Antoine Fuqua. Même si j'ai entendu d'autres choses, voilà. Que en fait Antoine Fuqua, ça s'est pas forcément bien passé avec lui, etc. Et il semblerait que c'est Graham King, donc le producteur, qui est un gros producteur hollywoodien, qui est celui qui a réalisé Bohemian Rhapsody après le départ de Bryan Singer, bah reprenne un petit peu le projet Michael et le fasse, si Antoine Fuqua ne revient pas, il le fasse lui vraiment, quoi, en fait, pour le coup. Ce qui serait pas étonnant, puisque je pense que, par exemple, sur les reshoots de Michael, je pense que c'était lui. Je suis sûr et certain que c'est lui qui a mis sa main dedans, et ça m'étonnerait pas que c'est lui qui réalise finalement, en fait, le dernier film. Voilà, à la place d'Antoine Fuqua, hein, ça m'étonnerait pas du tout. Hein. Peut-être, ouais, t'as peut-être raison. Après, j'ai vu qu'Antoine Fuqua est venu, tu sais, des fois, quand il y a une sortie d'un film, t'as la team, un peu les acteurs et tout, qui viennent faire des apparences surprises dans certains cinémas, et il y avait Antoine Fuqua qui était venu avec le casting et tout. Donc je sais pas, est-ce que ça s'est si mal passé que ça? Peut-être oui, peut-être non. Je sais pas, écoute, on verra. Là, en tout cas, il s'affichait avec eux, donc il a l'air d'assumer le projet, en tout cas. Apparemment, il se faisait appeler Vantoine Fuqua, parce qu'il restait dans le van, apparemment. Donc, dans un van pour diriger tout. Enfin, c'est spécial, hein, les rumeurs sur le film. Ouais, c'est chaud. Donc, ouais, on verra. Peut-être que ce sera un autre. Après, peut-être ça va être encore crédité lui, mais c'est pas lui. Comme Bohemian Rhapsody, comme Michael. Mais bon, après, moi, je me demande... là, je me dis que ça va être chaud à raconter un truc plat. Parce que là, il y a les accusations, tout ça. Là, ça arrive, là. Là, faire un film aussi plat que le premier, ça me paraît compliqué, mais bon, peut-être qu'ils vont réussir. Hein. On a une liste de réalisateurs qui pourraient potentiellement réaliser Top Gun 3, donc après Top Gun Maverick, qui avait fait le milliard, je crois, hein, qui avait vraiment cartonné. 1,5 milliard même. Ouais, donc un truc énorme. Et donc voilà, la liste qu'on a, on a 3 réals, enfin 2 réals et un duo. Alors on a John M. Chu qui a fait les 2 derniers week-ends, on a Joachim Ronning qui a fait Tron Ares, et on a Adil El Arbi et Bilal Fallah qui ont fait le dernier Bad Boys Ride or Die. Alors bon, la liste fait pas trop rêver. Moi, si je dois en choisir un, je dirais que c'est Adil et Bilal, mais c'est pas non plus un truc incroyable, quoi. J'ai presque envie de dire à ce moment-là, est-ce qu'il faudrait pas annuler le projet? Je sais pas ce que t'en penses. Oui, annuler la suite d'un film qui a fait 1,5 milliard. Oui, je pense vraiment qu'ils vont l'annuler Hollywood. Ouais, non, mais de toute façon, Joseph Kosinski est occupé ailleurs, et c'est vrai que bon, c'est une des... Enfin, voilà, je suis pas fan forcément des films de Joseph Kosinski, mais il a quand même... Enfin, ces films ont quand même de la gueule, et voilà, il y a quand même une vraie réussite dans les scènes de vol de Top Gun 2. Et là, c'est vrai qu'être remplacé par quelqu'un d'autre, ça va faire quelque chose. Et la liste fait pas du tout rêver, hein. Surtout Joachim Ronning, là, Tron Ares, là, enfin, non merci, quoi. Je pense que ça va être John M. Chu qui va finir par le faire, parce qu'il ressort quand même de gros succès. Bon, le deuxième week-end a moins marché, mais il reste quand même un gros succès, hein. Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit lui qui s'attelle à ce gros projet-là. Maintenant, c'est vrai que Top Gun 2, déjà, je trouve que c'est un miracle que le film soit plutôt bien, et voilà, moi je l'aime plutôt bien. Là, faire un 3 encore, et encore une fois, je me dis, est-ce que ça pouvait pas juste rester un petit truc comme ça dans son coin? C'était bien, mais bah non, évidemment. Donc ils vont revenir. Moi, je t'avoue que ça me... Ouais, non, je suis pas hypé du tout. Pas hypé du tout par le projet. J'ai vu
j'ai vu qu'il y aurait pas forcément qu'il y aurait d'autres noms, mais on les sait pas, tu vois. Donc ça se trouve, ce sera ni aucun des trois là. Bah, je pense que de toute façon, ça va s'arracher pour l'avoir, ce projet, c'est sûr. Ouais. On avait parlé de Battlefield, le film, la semaine dernière. Et bien, il y a eu des offres qui ont été envoyées, notamment par Warner Bros, Amazon MGM, Sony, Universal et Netflix. Voilà. Ce qui est étonnant, Netflix, parce que oui, effectivement, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est que c'était pour avoir une sortie au cinéma. Donc ça pourrait peut-être faire un lien avec ce qu'on a dit plus tôt sur Narnia. Et donc voilà, le film donc, va être réalisé par Christopher McQuarrie avec Michael B. Jordan qui pourrait jouer dedans. Ouais, donc bah ça me rappelle un peu Sinners où il y avait un peu une guerre des studios pour choper les droits. Bah on verra qui va gagner, mais tu paries sur qui, toi, Al ? Je sais pas trop. Voilà, pour le coup, Sony, je pense pas. Universal, je pense qu'ils voudraient bien l'avoir. Je pense qu'Universal voudrait bien l'avoir. Sony, ils ont des films de jeux vidéo. Regarde, ils vont faire Zelda. Ouais, mais c'est ceux qui ont le moins de thunes de tous. Donc, pour moi, c'est eux qui l'auront moins. Mais voilà, après Warner Bros, ils sont dans des affaires là. Ils ont des choses. Mais je pense je pense qu'ils aimeraient tous à peu près l'avoir. Je sais pas, je dirais Universal ou Amazon, mais franchement, j'en sais absolument rien de toute façon. Mais après le projet, effectivement, il fait des envies et je pense parce que là, apparemment, le dernier Battlefield c'est hyper bien vendu. Pour le coup, je savais pas trop, mais apparemment c'est hyper bien vendu. Et après Battlefield, c'est quand même une saga de jeux vidéo assez culte et légendaire, etc. C'est la réponse à Call of Duty. Ouais, bah c'est normal que ce soit fait. En plus, quand même, Christopher McQuarrie qui revient à un projet comme ça, Michael B. Jordan potentiellement dedans. Là, ça fait des envieux. Hein. Surtout en ce moment, Michael B. Jordan après l'Oscar. Bah oui. Il y a moyen que ça pète. Hein. Il y a moyen que ça pète. Et voilà. Donc je pense qu'on aura ce film-là. Je sais pas si on l'aura l'année prochaine, peut-être en 2028. Mais en tout cas, ouais, peut-être. Je pense que ça va se battre pour l'avoir. Hein. Et bon, je pense que ceux qui l'auront, il y a moyen qu'ils aient un petit pactole avec. Oh oui, il y a moyen que ça cartonne pas mal. Et celui-là, Call of, je pense que ça peut être des gros succès, hein, vraiment. Et on va finir ces news avec l'Académie des Oscars qui a interdit à l'IA de remporter un jour un Oscar. Voilà, c'est seuls les rôles démontrablement interprétés par des humains avec leur consentement peuvent être nominés pour les Oscars du meilleur acteur. Et les scénarios aussi doivent être écrits par des humains pour être éligibles à une nomination. Et je suis content que l'Académie se place un peu. Et en même temps, je pense que les gens qui sont à l'Académie aussi, il y en a beaucoup qui sont pas très fans de l'IA. Même si, encore une fois, les studios peuvent très probablement dévier le truc et dire bah ça a été écrit par un humain et c'est pas du tout écrit par un humain, c'est juste qu'ils ont mis quelqu'un dessus, mais c'est quelqu'un qui a quelque totalement scénario avec l'IA, donc ils peuvent clairement détourner le truc, hein. C'est pas genre c'est sûr ça va être réglé, mais après quand même c'est quand même un signal envoyé quand même dans l'industrie quand même. Les Oscars ça sert au moins à ça, à balancer des signaux, des trucs. Et là, c'est vrai que l'Académie se place comme étant anti-IA et ça fait quand même plaisir parce que bon, des fois, ils sont pas tout le temps basés, quoi. On va pas se mentir. Ouais, clairement, non, mais ça m'a fait plaisir aussi quand j'ai lu ça parce que, ouais, bah, ça y est, ils disent. Parce qu'en plus, il y avait eu une actrice en IA, là, ça avait fait parler. Je crois que d'ailleurs, ça y est, elle est décédée. Au bout d'un an, ils ont dit, ça y est, l'actrice en lien n'existe plus. Et donc, c'est quand même une bonne chose pour ça. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est bien. Mais après, sur les scénarios, oui, il peut y avoir un scénariste qui utilise l'IA, mais tu le sais pas, tu vois. Enfin, c'est un peu flou, quoi. Mais bon, moi, sur les acteurs, c'est déjà une bonne chose, quoi. Et un autre changement pour les Oscars, c'est la catégorie des films internationaux. C'est que maintenant, un film international peut être soumis à l'Académie s'ils ont gagné dans un festival majeur, voilà, même si parce que c'est comme ça que ça marche, c'est le pays international qui envoie 5 films du coup pour les Oscars pour être éligible, un film pardon qui choisissent parmi 5 pour être envoyé aux Oscars, et là ils pourront directement les Oscars prendre un film de la catégorie internationale qui n'a pas forcément été sélectionné par le pays, parce que pour des raisons politiques c'est arrivé à Anatomie d'une chute qui aurait pu gagner l'Oscar du meilleur film étranger, mais il n'a pas été envoyé par la France malheureusement, mais il a quand même gagné le meilleur scénario, donc voilà, il a quand même gagné des trucs, mais bon, on s'est quand même un peu on s'est quand même tapé la tête contre les murs en se disant mais c'est complètement fou, et c'était évidemment une raison politique, hein, voilà, parce que il y a sûrement des discours qui n'ont pas plu à certains pour envoyer le film aux Oscars, ouais. Donc du coup les Oscars pourront directement accepter des films, voilà, s'ils ont gagné genre des palmes, des trucs comme ça, et qui sont pas envoyés par leur pays, et c'est plutôt moi je trouve une bonne idée, parce que bon, certains pays et certains dirigeants de certains pays ne veulent pas envoyer certains films pour des raisons politiques,
polémique et je trouve ça un peu dégueulasse. Ouais, je suis d'accord, c'est une très bonne chose. Bah, ça a plombé Anatomie d'une chute, qui aurait pu avoir l'Oscar du meilleur film international et qu'il l'a pas eu parce que c'était pas le film qui était envoyé, alors qu'il le gagnait dans tous les autres cérémonies, quoi. Et je crois qu'il y a eu d'autres films qui ont eu le cas aussi et qui auraient pu avoir des trucs et qui ont été envoyés par leur pays. Et ouais, je trouve aussi c'est une bonne chose. Moi, je trouve que tous les changements, en tout cas, qu'il y a sur les Oscars, c'est pas mal. Et il y a aussi le fait que les acteurs peuvent être nominés maintenant 2 fois dans la même catégorie pour des films différents. Donc voilà, ça va être aussi un gros changement. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, c'est Robert Pattinson, ça va être le premier, parce que c'est ce qui se dit. Mais en tout cas, il y a beaucoup de changements là pour l'année prochaine, j'ai l'impression, aux Oscars. C'est ça. Et on verra pendant la cérémonie ce que ça donne. Et on va finir avec la chronique box-office, Sista. Oui, donc le Diable s'habille en Prada 2 a fait son premier opening week-end mondial à 233,6 millions de dollars. Voilà, c'est 72% du box-office entier du film original qui avait fait 326,5 millions de dollars. C'est beaucoup plus haut que ce qui avait été dit à la base, parce que ça disait, je crois, entre 180 et 200. Et ça a tout pété. Et ouais, gros succès pour le Diable s'habille en Prada 2. Ouais, après nous on s'en doutait, hein, dans nos prédictions on en avait parlé que ça allait cartonner, ça cartonne. Voilà, après il faut voir combien ça tient dans la durée, mais on sait déjà qu'il va être largement rentable et que c'est déjà un succès. Donc là c'est quasiment bon, quoi, parce qu'il a coûté 100 millions, voilà, il est déjà à 230, voilà, et ce week-end, le week-end prochain il va sûrement dépasser les 300, et le film est absolument tranquille, il est vraiment tranquille. Et en parlant de succès, on va parler de Michael, voilà, qui a dépassé les 400 millions au box-office, que ça soit désormais à 423,9 millions dans le monde. Voilà, donc 500 millions pour ce week-end qui arrive. Il va faire plus de 700 millions, c'est sûr. Et on se dirigerait entre 800 à 1 milliard, voilà, pour Michael, pour le film. Il va sûrement devenir le biopic musical, peut-être le plus rentable, enfin en box-office. Il va peut-être dépasser Bohemian Rhapsody. Est-ce qu'il dépassera Oppenheimer? Ça va être pour devenir le biopic qui fait le plus au box-office, on verra. Mais en tout cas, voilà, succès complet pour le film, voilà, qui n'étonne aussi personne. Qui n'étonne personne, parce que Michael est la plus grande star de tous les temps, voilà. Exactement, mais ça va être intéressant de voir s'il dépasse Bohemian Rhapsody, effectivement. Et voilà, c'est fini pour les news de la semaine, et on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, ça nous aide beaucoup pour le référencement, à nous suivre, à vous abonner. On est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc., et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube et TikTok. Et on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler de Mortal Kombat 2. Oui, à bientôt. Ciao.